Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Ghislaine Verrieste-Leblanc, je suis vice-présidente de l'AFPS. Donc, on va vous dire dans quelques minutes ce qu'est l'AFPS. Et je représente ici mon président Pierre-Alain Nazé, que je remercie de sa confiance et de nous avoir confié à Nicolas Taillefer et moi-même le soin de présenter l'action de l'AFPS. Alors, on ira volontairement vite sur la partie diagnostic d'urgence, puisque beaucoup d'éléments ont déjà été présentés par Monsieur Roche, le colonel Rivière également. Et on va vous présenter d'une façon générale les actions qu'on a pu mener de façon opérationnelle pour accompagner au mieux ce territoire. Et puis les perspectives, puisqu'on continue bien sûr à accompagner ce territoire et on a un attachement particulier. Vous dire qu'on est avant tout donc bénévole, hein, l'association... alors la ZAPET, c'est toujours le problème ces ZAPET. Hein. Hop, Nicolas, tu peux m'aider ? Donc, l'Association française du génie parasismique, donc, est une association nationale dont le siège est à Paris, qui a une 40aine d'années. Donc, c'est une association loi 1901. On est tous bénévoles. Et au-delà du bénévolat classique, donc vous voyez, c'est une association d'experts, bien sûr, qui a à peu près, grosso modo, 500 membres. Ça fluctue d'une année sur l'autre. Le cœur du sujet, c'est bien sûr beaucoup de sismologues et d'ingénieurs génie civil. Parce que il y a cette spécificité, cette complexité du phénomène sismique et que l'impact, pourquoi les séismes font des victimes, des morts et des blessés, c'est essentiellement par l'effondrement total ou partiel des constructions. Donc il y a une forte dimension génie civil et d'ailleurs l'outil clé de la prévention du risque sismique en France, ce sont quand même ces règles de construction parasismique, à la fois sur les ouvrages courants et les ouvrages plus spécifiques dont on a évoqué certains d'entre eux tout à l'heure. Donc une association qui a plus de 40 ans, enfin qui a environ 40 ans, dont le cœur du sujet était bien sûr d'accompagner les pouvoirs publics dans l'élaboration et l'évolution du cadre technique et réglementaire en matière de prévention du risque sismique, donc notamment ces règles de construction parasismique, mais qui est également là pour recueillir, capitaliser, analyser le retour d'expérience des séismes qui peuvent avoir lieu à l'international ou au niveau national, d'où notre implication en partie sur le séisme du Teil, mais c'est une 50aine de missions qui ont été faites à l'international sur des séismes majeurs. J'évoquais tout à l'heure avec un collègue là, le séisme d'El Asmem ou de Bouberdès, donc qui ont été des séismes couverts par une mission de retour d'expérience. Et Nicolas Taillefer, qui m'accompagne, donc, a été chef de la mission qui a été faite sur le Teil et vous en parlera plus en détail. Et donc les domaines d'activité sont variables. Alors il y a du dur, structure, phénomène, et puis on va de plus en plus sur la préparation et l'aide à la gestion de crise avec un dispositif opérationnel, donc ce dispositif d'urgence post-sismique pour conduire du diagnostic bâtimentaire dont on vous a pas mal parlé, et on essaie d'explorer également les champs de la culture du risque pour mieux sensibiliser nos populations en France à la préparation à faire face à un séisme, notamment sur des zones particulièrement exposées que sont les Antilles ou le sud de la France, mais pas que. Et puis des volets économiques, également assurantiels qu'on essaie de développer, on en parlera. Donc c'est un fonctionnement assez classique d'association avec un groupe de travail, sauf cette cellule opérationnelle dont on a déjà parlé. Merci Nicolas. Sur ce dispositif national, en fait, il est né après le séisme des Saintes en 2004. En Guadeloupe. On a un séisme qui est impactant, qui crée quelques victimes et quelques blessés. Qui est impactant au niveau des bâtiments. Et on l'avait déjà vu sur des séismes internationaux, mais on en prend encore plus conscience puisque ça se passe sur notre territoire. On n'est pas structuré du tout pour faire du diagnostic d'urgence. Et donc, on n'a pas de méthode, on n'a pas d'hommes pour dérouler. Et on va, pour aider les autorités, certains agents des services techniques communaux, certains agents de la DDT, des bureaux d'études, des acteurs associatifs qui œuvrent dans le domaine ou qui connaissent un peu les structures, se proposent en fait pour aider les autorités à faire ce diagnostic. Mais chacun y va de sa méthode et finalement on obtient des couleurs de l'arc-en-ciel sur les bâtiments avec des avis complètement divergents parfois et une perte de confiance des populations. Et finalement on complexifie encore plus la gestion de crise qui est déjà compliquée et on sème le doute et on n'aide pas du tout à la décision. Et on le voit très fortement ça également en 2011 sur le séisme
séisme de Lorca en Espagne, où les Espagnols sont même obligés de reconduire 6000 diagnostics qu'ils font en première phase parce qu'ils avaient fait appel, sans que ce soit péjoratif, à du tout venant en termes de méthode et de personnes, et donc il n'y a pas de fiabilité et il faut refaire l'ensemble des diagnostics. Donc on décide en France, au niveau de l'association, mais en travaillant avec nos collègues espagnols, nos collègues américains, sur des méthodes qu'ils ont déjà, une habitude et une organisation qui est bien structurée chez eux. On travaille à voir comment on peut mettre en place en France, avec nos moyens, notre organisation, et un système qui ne sera pas un système professionnel. C'est le choix qui a été fait par le ministère de l'Intérieur en première approche. On voit comment on peut décliner une méthodologie suffisamment simple, mais suffisamment robuste et fiable en France. Donc c'est plus de 10 ans de travail, et avec des validations notamment lors de séismes internationaux. Et on signe une première convention nationale qui officialise que la méthode AFPS est la méthode pour faire du diagnostic, et qu'on s'appuiera sur l'organisation structurée avec le ministère de l'Intérieur et cette association pour faire ce type de mission. Donc première convention en 2014, on l'a renouvelée en 2020, et on est en cours d'agrément de sécurité civile, telles que le sont des associations dont on a déjà parlé, comme la Croix-Rouge en fait, ce qui permettra de légitimer encore plus l'action de l'AFPS. Alors effectivement, on a parlé de l'intervention des sapeurs-pompiers. Alors il y a eu des formations communes au démarrage du dispositif en 2013, avant son officialisation. Nos chemins se sont un peu éloignés pour se retrouver au Teil, et on verra dans la suite qu'effectivement on a maintenant un travail en binôme, qu'on a d'ailleurs mis à l'œuvre avec Stéphane Liotto, là, qui est ici présent sur la tempête Alex, il en reparlera tout à l'heure sans doute, et une doctrine opérationnelle des sapeurs-pompiers qui intègre aujourd'hui le volet diagnostic d'urgence. Diapositive suivante. Vous aviez le petit flyer là qui était présenté. Si vous avez des compétences, du temps, de l'envie, pas forcément d'ailleurs des compétences en structure très très fortes. Je discutais avec quelqu'un tout à l'heure qui me disait qu'il avait été militaire, qui savait déployer des équipes, qui connaissait la gestion de crise. On a besoin de toute forme de compétences et même de bras pour apporter des bouteilles d'eau et aider nos inspecteurs sur place. Donc n'hésitez pas. L'objectif du dispositif, c'est vraiment, vous l'avez compris, j'irai très vite là-dessus, c'est de pouvoir apporter des éléments techniques d'aide à la décision pour les autorités, pour savoir quoi faire des bâtiments endommagés. Est-ce que le bâtiment endommagé à l'instant T présente un risque déraisonnable et immédiat pour les personnes ou pas? Est-ce qu'on peut choisir de les laisser réintégrer de façon permanente, temporaire ou pas? Est-ce qu'il faut démolir ce bâtiment, etc., etc. Donc on a une méthode et des hommes, donc plus de 300 inspecteurs aujourd'hui et des volontaires. Donc n'hésitez pas à vous porter volontaire. Diapositive suivante. Donc ce dispositif existe depuis 2014. On a fait des exercices, notamment dans le cadre des exercices Richter qui sont pilotés par le ministère de l'Intérieur et la DGSCGC, Direction Générale de la Sécurité Civile et des Gestions de Crise. Mais le séisme du Teil, c'est quand même la première activation en réel de ce dispositif. Et donc c'est Nicolas qui va vous en parler, puisque j'ai déjà beaucoup parlé ce matin et je parlerai sur la fin. Merci à vous la parole. Merci beaucoup Ghislaine. Alors je jette juste un coup d'œil sur la montre parce que je suppose que c'est un paramètre important. Je me fais le modérateur et on a mangé notre pain blanc de la matinée. C'est ça. Donc si on peut faire un peu de cavalerie tout en respectant le propos, on y va. Merci. Donc, je vais parler plus de l'aspect déploiement de ces activités. Et là, je reviens sur une autre mission de l'AFPS qui est très importante, qui est fait de faire des missions de retour d'expérience suite au séisme majeur. Donc on le fait à l'international et bien entendu on le fait en France pour essayer de faire grandir la connaissance. Alors peut-être que vous êtes surpris de voir des chiffres différents de ce qui a pu être affiché jusqu'à maintenant. Par exemple la magnitude. Ici la magnitude est exprimée dans une échelle différente de celle qui est présentée souvent avec le chiffre 5,4 ou 5,5. C'est une magnitude de moment ici alors que les autres chiffres sont de magnitude locale. C'est juste une façon différente de calculer l'énergie qui a été libérée par le séisme. La profondeur du séisme est très faible, 1 à 2 km. Peut-être que ça vous paraît beaucoup, parce qu'1 ou 2 km de profondeur, si on devait creuser, ce serait énorme, mais vis-à-vis des séismes qui se produisent en France métropolitaine, c'est vraiment très faible. D'habitude, c'est plusieurs dizaines de kilomètres, en général alors. Il y a des séismes plus proches aussi. Et l'intensité, c'est une façon de voir le séisme par ses dégâts.
Donc on l'a dit, il y a eu beaucoup de conséquences au Teil, il y a eu 40 communes impactées, reconnues en état de catastrophe naturelle. Eh bien, l'intensité à l'épicentre est de 7 à 8, ce qui est déjà très très fort, qui témoigne donc effectivement d'effondrement partiel de bâtiments, de grosses fissures. Et vous voyez que la zone rouge, là, qui est à peu près la limite 6, donc les dégâts très forts, elle s'étend sur de très nombreuses communes autour de l'épicentre. Et les traces de rupture en surface visible, on en parlera abondamment dans les présentations plus scientifiques qui vont venir après, donc j'y reviens pas, mais c'est une caractéristique de ce séisme. Donc, comme on l'a dit, un tel séisme, un tel choc, ça produit nécessairement des dommages, en particulier aux bâtiments les plus anciens qui ne sont pas prévus pour résister au séisme. Donc, quand ça se produit, les missions de retour d'expérience essayent de comprendre pourquoi tel ou tel type de bâtiment se comporte de cette façon. Est-ce qu'on peut améliorer les pratiques ? Et les conséquences immédiates en termes de gestion de crise, c'est comment on assure la sécurité des occupants de ces bâtiments, soit parce qu'ils réintègrent leur bâtiment, soit parce qu'ils sont déplacés en attendant que des mesures soient prises pour sécuriser les choses. Je ne reviens pas sur les 2 points suivants qui ont été dits. Sur la mission diagnostic, donc qui est là, celle qui a été présentée à de nombreuses reprises, moi je suis intervenu en tant que volontaire, hein, voilà, tout simplement. Vous avez une photo ici d'un groupe d'intervenants, mais ce n'est pas tout le monde. Et ce qui est important de noter, dans le cadre du propos qu'a développé Ghislaine, c'est que malgré un statut associatif et bénévole, la mobilisation est extrêmement rapide. Comment ça se passe ? Eh bien, la cellule est mobilisée via des personnes qui sont d'astreinte, et tout de suite, quand on a connaissance même d'un séisme, même si on n'est pas mobilisé par la préfecture, on lance une procédure de pré-mobilisation, c'est-à-dire qu'on dit aux personnes qui sont inscrites en tant qu'inspecteurs habilités, il y a un séisme qui s'est passé, violent, on attend de voir les conséquences, mais tenez-vous prêts au cas où. Ce qui permet donc en quelques heures de mobiliser les personnes. Ici, finalement, 20 personnes dès le lendemain, c'est énorme hein, pour des personnes qui sont en général en poste dans leur entreprise ou qui ont d'autres activités. Voilà. La fin de la mission aussi, 20 novembre, est à souligner. 10 jours de mission en continu, c'est une longue période. Et donc, la réalisation a nécessité l'intervention de beaucoup de personnes. Du fait de l'organisation qui a été décrite jusqu'à maintenant, l'action de l'AFPS a été limitée à la commune du Teil, ce qui est une bonne chose en termes de logistique, hein, voilà. Mais on comprend bien que sur un séisme d'ampleur encore plus grande, la question se pose du déploiement dans une zone spatialisée plus importante. Retour d'expérience, alors ça c'est intéressant. Il y a eu plusieurs retours d'expérience qui ont été faits, à la fois à niveau institutionnel, aussi avec les différents acteurs, pour comprendre comment on peut tirer profit de cet événement-là pour améliorer le système. Alors je ne vais pas détailler tout ce qui a été dit ici, hein, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a été accompagné par des binômes, donc les binômes d'inspecteurs. À chaque fois, il y a 2 inspecteurs qui arrivent, qui ont suivi la formation, et qui sont agrémentés pour cela. En général, on mixe pour avoir des compétences de base différentes. Par exemple, quelqu'un qui est spécialisé en génie civil et quelqu'un qui est plutôt sur le phénomène. Ça permet d'avoir un diagnostic plus fiable. Mais en plus, on a besoin, pour aller sur le terrain, de l'accompagnement des personnels de mairie. Et ça a été très apprécié. Moi, j'en ai bénéficié en particulier de 3 personnes qui m'ont accompagné sur toute la durée où j'étais là. C'est super important que quelqu'un qui est du coin, qui connaît les lieux, puisse aussi contacter les personnes qui sont éventuellement encore dans le bâtiment si elles n'ont pas été évacuées, qui puissent ensuite faire le relais avec les services de la mairie. Ce qu'il faut savoir également, donc les 2 inspecteurs regardent l'ensemble des dommages qui sont constatés, utilisent la méthodologie, concluent un classement du bâtiment. Soit il est vert, c'est-à-dire qu'il ne présente pas de danger, soit il est jaune, il présente des dangers, il ne faut pas occuper le bâtiment, mais on peut revenir chercher des affaires ponctuellement si on est accompagné par exemple des services de secours. Et puis moyennant quelques réparations, le bâtiment sera en général occupable rapidement. Et puis rouge, là, il ne faut absolument pas accéder, c'est évacuation immédiate si ça n'avait pas été fait jusqu'à maintenant. Eh bien, ces diagnostics sont transmis ensuite à la mairie. Et c'est la mairie qui prend les arrêtés d'interdiction. Ça, c'est important dans notre dispositif. On n'affiche pas d'autocollants sur les portes de la maison en disant le danger. De toute façon, les personnes sont prévenues et c'est fait par les autorités qui en ont l'incompétence. Alors, ce qu'on a retiré quand même de tout ça, c'est que la phase après-diagnostic est importante. Hein, et comme c'est la première fois qu'on mettait en œuvre le dispositif, c'est normal qu'on ait à apprendre dans ce domaine. Une fois que les arrêtés d'interdiction sont pris, comment on suit l'évolution des choses pour que, petit à petit, avec des interventions adaptées, les personnes puissent réintégrer leur logement ou venir chercher des affaires.
Voilà. Les autres retours d'expérience, alors je suis encore sur celui-là ou pas? Oui, je crois. Hein. Je peux passer, voilà. C'est pour dire qu'on a fait d'autres activités de sensibilisation, de communication, de retour d'expérience. Ici, un retour croisé entre ce qui s'est passé sur la tapette Alex et ce qui s'est passé au Teil. C'est très important aussi que des échanges d'informations se fassent, même si ce n'est pas les mêmes phénomènes. Donc c'est tout neuf. Hein. Le rapport de mission qui était disponible à l'entrée, je l'ai vu. Hein. Si jamais ils sont épuisés, j'en ai encore un ou deux en stock, vous pouvez venir me voir. Et puis il est disponible sous forme électronique sur le site de la FPS, donc je vous invite à le consulter. Ça, c'est les constats qui ont été faits en février 2020 par l'équipe qui est en photo ici, et dont on a un certain nombre sont dans la salle d'ailleurs, vous pouvez leur poser des questions. Ça porte à la fois donc, sur les caractéristiques de la faille. Là, vous avez une petite boussole avec un décamètre qui montre un rejet de 10 cm, voilà la rupture en surface. L'observation des bâtiments, les dommages, pourquoi il y a des dommages, d'où ça vient, comment ça aurait pu être évité. La réaction des populations a été intégrée aussi, et un gros travail a été fait en sciences humaines pour essayer de comprendre comment les gens ont vécu la crise, comment ils ont réagi aussi, est-ce qu'ils avaient conscience des consignes de sécurité, est-ce qu'ils les ont appliquées, sinon pourquoi, il y a de bonnes raisons aussi hein, pour ne pas les appliquer toujours. Donc voilà, tout ça est intégré dans le rapport de mission, donc un aspect plutôt technique et scientifique, mais je vous invite à y jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Et puis ça, ce sont d'autres retours d'expérience que Ghislaine va commenter. Alors ce matin, sur l'intervention donc au nom du maire du Teil, effectivement, on a évoqué un travail de retour d'expérience qui nous est apparu important au-delà de l'intervention opérationnelle pour faire du diagnostic d'urgence, donc ces premiers jours après le séisme, et de la mission scientifique que Nicolas a pilotée pour la FPS pour faire avancer la science hein, et le corpus réglementaire et technique si besoin en appui des autorités. On a voulu garder la mémoire de cette gestion de crise communale. Et donc on a accompagné la commune au travers d'une série d'entretiens pour formaliser un document que je vous invite à consulter, un document qui fait une 50aine de pages, qui est un peu peut-être ardu à lire, et une plaquette de 4 pages qui résume en fait toutes les recommandations qu'on a pu tirer de ces entretiens et de ces échanges et qui doit permettre à la commune d'établir un plan d'action. On parlait tout à l'heure de la révision notamment du plan communal de sauvegarde, mais il y a beaucoup d'autres enseignements et surtout qui a vocation au-delà de l'intérêt pour la commune propre, de partager ce retour d'expérience vers d'autres communes du territoire français qui sont exposées au même phénomène ou qui peuvent vivre des événements brutaux d'autres natures, des explosions, des feux, des inondations, avec une cinétique très rapide et qui va sidérer, pour reprendre les propos du colonel Rivière, sur l'état en fait, dans lequel on trouve la commune quand on arrive le lendemain. Donc je vous invite à regarder ces recommandations. Et j'en n'en dirai pas plus puisqu'on en a parlé. Et puis, Nicolas l'a évoqué, et Stéphane Liotto en parlera sans doute, fort de l'expérience en fait, qu'on avait eue sur les diagnostics d'urgence du Teil et du fait de la catastrophe de la tempête Alex hein, qui a frappé 12 communes maralpines, la problématique de dommages aux bâtiments présentant des risques pour les populations a été la même en fait, mais sauf que l'initiateur était inondation et donc la préfecture des Alpes-Maritimes nous avait demandé d'intervenir et d'adapter le dispositif sismique aux inondations, chose qu'on a faite à la fois sur le terrain pour appuyer donc le préfet des Alpes-Maritimes et aujourd'hui une méthodologie dédiée est disponible au niveau national. Et on s'est dit finalement ces deux territoires, ils ont des vécus très différents. Alors les inondations dans les Alpes-Maritimes, malheureusement, on les vit de plus en plus sur les dernières années. Il y a eu beaucoup d'épisodes, 2015, 2019, 2020. Et le territoire a acquis de l'expérience, a beaucoup amélioré son anticipation à tous les niveaux institutionnels, de mairie, les mairies, les citoyens, etc. Et ça valait le coup, en fait, qu'il y ait vraiment ce croisement et ce partage d'expériences. Donc, avec, à la demande, d'ailleurs, des deux préfectures concernées et des acteurs locaux, on a organisé sur le Teil une rencontre d'acteurs maralpins, essentiellement des autorités préfectorales, donc préfecture, des DTM et collectivités,
plus quelques scientifiques, avec leurs homologues ardéchois. Donc, c'est une projection de ces personnes pendant 2 jours. Donc, 50 personnes pendant 2 jours se sont retrouvées au Teil au mois de novembre pour discuter de leur expérience différente et des points communs entre ces crises sismiques et ce risque inondation, et comment finalement le territoire aussi maralpin s'était relevé après les inondations de 2015, comment il vivait le post-crise Alex et toute cette phase de reconstruction et où en était le Teil. Voilà. Donc ça a été extrêmement riche. C'est un format qu'on avait déjà testé par le passé et qu'on reproduira. Et donc une trace vous sera diffusée sur Internet. Gardez la mémoire. Alors la mémoire et cette transmission vers des décideurs qui ont déjà vécu des crises et essayer de tirer parti de ce qui a pu se faire de bien ou des échecs qu'on a pu vivre ailleurs, c'est important. Mais garder la mémoire collectivement au niveau des citoyens, c'est essentiel. Je l'ai dit, ça c'est la photo de la commémoration 1 an après, donc commémoration sans public du fait de la crise sanitaire puisque nous étions confinés. Donc il y avait eu le ministre du budget avait fait l'honneur de se rendre sur le site puisque lui-même est ardéchois et donc on avait eu un moment de partage mais une frustration en fait de ne pas pouvoir partager, échanger avec la population. Et ça c'est un champ sur lequel on va vouloir continuer à travailler avec la mairie. On avait à la demande de l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes et notamment de Romaric Vallot qui interviendra tout à l'heure, imaginer des ateliers participatifs notamment pour le jeune public mais également les adultes, avec des simulateurs, des ateliers de production, etc. On reste toujours sur cet objectif avec la mairie de pouvoir organiser ces moments-là au Teil, mais également ailleurs en Auvergne-Rhône-Alpes, voire au niveau national pour la FPS. Diapo suivante. Pour garder la mémoire et... Finalement, dans la mesure où la mairie n'avait pas eu le temps de tracer, on a fait cet outil papier dont je vous ai parlé. On a voulu donc faire ce clip également qui vous a été projeté par l'IRMA. Alors, on n'avait pas de retour en salle, je ne sais pas si ça fonctionnait. Pour l'instant, vous avez une version de 6 minutes où on a voulu interroger bien sûr monsieur le maire, le directeur général des services également, qui était vraiment à la tête finalement de cette gestion de crise communale, et puis également le collectif des sinistrés. On en a beaucoup parlé ce matin, ça paraissait important d'avoir leur ressenti, leur retour d'expérience, et le secours populaire au nom donc des associations qui avaient aidé les sinistrés tout au long. Et donc voilà, je vous invite à le consulter si vous ne l'avez pas vu. Sachez qu'il y aura un format court pour les réseaux sociaux et qu'on va faire 2 formats longs sur les propos du maire et du directeur général pour garder vraiment cette mémoire et la capitaliser au niveau de formation ou d'action de sensibilisation. Diapo suivante, je l'ai dit tout à l'heure, garder la trace, garder des cicatrices, ne pas avoir honte de ces cicatrices, c'est important parce que ça fait partie de l'identité de chacun d'entre nous et de l'identité des territoires. Aujourd'hui, le séisme du Teil est et restera dans l'histoire de cette commune. Et formaliser un topo guide avec la préfecture d'Ardèche, avec la commune et avec les autres partenaires qui se sont associés était important. Alors on a eu, j'ai dit, beaucoup de visites nationales et officielles, donc les parcours étaient à peu près rodés. Il y a des traces qui vont rester, il y a des traces qui vont disparaître. L'église va être démolie, j'en ai parlé ce matin, la mairie va être réparée, et c'était important de garder ça au travers de photos, de parcours qui sont proposés aux populations résidentes et touristiques, voilà, de garder ce format de traces également, de partager également les témoignages des citoyens. Il y a un très beau film qui s'appelle Séisme du Teil, qui a été faite par une réalisatrice qui est mentionnée dans cet ouvrage et où on a essayé d'extraire quelques paroles de citoyens qui nous paraissaient importants sur leur ressenti et leur vécu. Et puis, l'Entente Valabre a réalisé des visites virtuelles avec une caméra 360 qui permet aussi de garder en mémoire ces bâtiments meurtris. Je vous invite à consulter ce document. Et pour finir, je pense, François, je te vois bouger sur le côté, même si je ne te regarde pas, pour pas voir ton regard qui me fusille. Alors, tu m'as scratché une diapo, c'est pas grave. Non, mais c'était un détail. Le mieux, c'est que vous le consultiez. Je tenais à remercier les volontaires et les bénévoles, parce qu'on n'en a pas assez parlé. Beaucoup d'inspecteurs sont intervenus sur place ou à distance et œuvrent finalement à ce dispositif urgence depuis des années. Et donc, je pense qu'il faut les remercier les autorités qui nous font confiance également. Et puis, voilà, c'est vraiment ce travail collectif et cette envie d'aider les autres et cette mission d'intérêt général qui nous anime tous. Donc, merci. Madame la vice-présidente, merci. En tout cas, beaucoup de questions. Et je rappelle l'intérêt de ce rapprochement IRMA-FPS, de manière à vous fournir la tribune vers les collectivités qui nous suivent
et elles sont nombreuses. Je crois qu'il faut faire connaître la FPS et votre capacité opérationnelle. Des questions reviennent. Hein. Je m'excuse pour ceux qui en posent beaucoup dans le réseau, notamment des passionnés sur la ville de Grenoble, décidément. Vous êtes à fond. C'est très bien, on est à côté. Je le signale, Thierry Chastanier qui dit les bénévoles se pointent sur le théâtre des opérations. Qu'en est-il de la prise en charge? J'imagine que les conditions sont optimales quand la commune apporte un concours dans l'hébergement et c'est à anticiper. C'est dans la convention, ça? Alors, c'est dans la convention. Alors, dans la convention, il y a notre statut. Quand on arrive en tant que bénévole et qu'on est mobilisé officiellement par le ministère de l'Intérieur, on a un statut de collaborateur occasionnel de service public. Dans le cadre de l'agrément de sécurité civile en cours, il y a un certain nombre d'équipements et d'autonomie qui est visé. Mais l'accompagnement par le terrain, et là je tiens à souligner l'appui des sapeurs-pompiers qui nous ont beaucoup aidés de la commune, est essentiel. Alors, il faut qu'on soit suffisamment autonome, mais il faut qu'on soit aussi un peu assisté sans devenir un poids dans la gestion de crise. Mais là, Nicolas peut-être peut dire un mot sur ce qu'on a vécu. Oui, je ne vais pas donner tous les détails, mais c'est vrai qu'en tant qu'inspecteur, on a beaucoup apprécié, par exemple, d'être hébergé dans une structure du SDIS. Ça, c'était quand même très, très bien, parce qu'on arrive sur une zone sinistrée, on ne peut pas loger sur place, évidemment, mais il ne faut pas être trop loin non plus pour pouvoir intervenir dans de bonnes conditions. Il y a bien sûr tout l'aspect de logistique courante, et je l'ai dit tout à l'heure, l'accompagnement des personnels techniques de la mairie au jour le jour, c'est indispensable. Oui. Donc vraiment, c'est une activité collective. On voit peut-être le travail de l'inspecteur directement, mais derrière, il y a beaucoup de monde. Alors, une question qui s'adresserait aux administrateurs de FPCS. Je vois qu'il y a de l'intelligence collective qui se construit autour des échanges. Frédéric Perron des DT 90 qui se demande de l'opportunité d'avoir des référents territoriaux en appui, peut-être des ambassadeurs, si je reformule la question. Réponse rapide, merci. Oui, alors c'est ce qui a été prévu dès l'origine. Après, comme dans toute association et système bénévole, on essaie de recruter, mais c'est bien notre volonté. Là, notre objectif, c'était vraiment de durcir le dispositif, d'être opérationnel, de tirer du retour d'expérience des 2 mobilisations réelles qu'on a eues, donc le TEI 2019 et Alex 2020. Depuis l'origine, il est prévu d'avoir des référents territoriaux, mais là, je lance un appel national. On en manque, autant c'est facile d'en trouver sur certains secteurs, notamment les Antilles ou le sud de la France, autant sur les autres territoires, on a besoin de vous. Et je le redis, on a besoin également de compétences, alors d'ambassadeurs qui font connaître auprès des préfectures et des acteurs locaux ce dispositif pour le mobiliser. J'ai vu passer tout à l'heure, quand je regardais le chat du coin de l'œil, qu'on me demandait s'il fallait une convention par préfecture pour intervenir. Non, c'est bien d'avoir une fiche acteur à FPS dans ces dispositions hors sec spécifiques inondation, mais la convention est nationale et l'activation est nationale sur demande du préfet de département. Mais on a besoin de compétences critiques qu'on a moins dans nos rangs, notamment, je le disais, donc, de l'organisation au déploiement des équipes et gestion de crise, au-delà des experts structurants. Alors certains encouragent encore le partage de retours d'expérience, notamment avec les Italiens, c'est un témoignage. Oui, essentiel. J'attire l'attention également de la salle. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, l'hypoglycémie est en train d'arriver, mais on va poursuivre. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, et ça fait écho à une question posée par Denis Stinsi, qui semble être un passionné, c'est très bien, il est en Savoie, SDIS Savoie, pour les diagnostics AFPS. Quand on relève le retour d'expérience que vous avez produit, il y a eu un véritable problème de coordination des diagnostics entre SDIS et agents AFPS, qui était sans doute lié, si je recoupe les informations personnellement que j'ai lues, à la façon dont était centralisée la donnée et le recueil auprès des sinistrés qui se manifestaient. Il y a des enseignements à tirer, là encore sur la coordination interservices. Oui. Dites-nous un mot, et puis si le colonel Rivière veut ajouter quelque chose, mais bon je balance le questionnement. Rapide, s'il vous plaît. On l'a dit, on avait imaginé un dispositif. Première activation en novembre 2019. Des formations à FPS et SDIS qui existent sur la même méthodologie, mais qui ne sont pas les mêmes. Et un niveau d'expertise, du coup, qui est différent. Donc, parfois, des avis qui ne sont pas forcément complètement raccords, je dirais, sur les mêmes bâtiments. De l'organisation à optimiser. Notre poste de commandement côté FPS était vraiment au sein des services techniques, ce qui facilitait beaucoup la
la fluidité. Il aurait fallu sans doute qu'on soit sapeur-pompier et AFPS dans un même poste de commandement pour gérer ces diagnostics. Il y a d'ailleurs eu une cellule bâtimentaire. Donc tous ces enseignements, en fait, on les a formalisés. J'ai dit à Nicolas de passer sur une diapositive qui évoquait une note nationale qu'on a fait remonter au ministère de l'Intérieur, écrite à trois mains, je dirais, sapeurs-pompiers, entente valable et AFPS, pour justement, à partir de l'étonnement qu'on avait eu et de ces enseignements, proposer un fonctionnement en binôme, des formations et des préparations communes. Et c'est ce qu'on a eu l'occasion de mettre en œuvre lors de la mobilisation sur la tempête Alex. Et donc, on va poursuivre ce travail collaboratif, mais aujourd'hui, je dirais qu'on a bien avancé. Sur la question, il y a également sur cette difficulté, c'était la valeur des diagnostics. Nicolas l'a un peu effleuré tout à l'heure en disant un diagnostic d'urgence, il porte bien son nom, c'est une évaluation rapide en situation d'urgence. Sa valeur n'est que transitoire. C'est quoi l'étape d'après ? C'est quoi l'étape d'après pour pas revivre 400 arrêtés d'interdiction encore en vigueur 2 ans après? L'étape d'après, elle a été très bien gérée dans les Alpes-Maritimes après Alex, donc on commence à pressentir ce que c'est. Mais quelle est finalement l'articulation, la complémentarité et les différences entre le diagnostic d'urgence de la FPS, celui fait par les pompiers? Normalement, ce sera quasiment les mêmes, mais sauf que s'il y avait eu beaucoup de victimes, les sapeurs-pompiers auraient été primo-intervenants et auraient fait une évaluation par rapport à leur propre sécurité, dont on aurait pu bénéficier pour prendre la suite. Et ensuite, il y a tous les experts d'assurance qui viennent, les diagnostics précis des bureaux d'études. Et donc, pour le commun des mortels et même pour les autorités, il faut qu'on clarifie. C'est un travail qu'on va lancer avec France Assureurs et la mission risque naturel des assurances. On a donc tout un chantier prévu au niveau national avec eux pour clarifier l'articulation entre ces différentes interventions post-sinistre, ici sismique, pour savoir voilà, qui fait quoi, quand et quelle portée. Merci. Écoutez, on va malheureusement... Ah, mon colonel. Juste compléter. Effectivement, la coordination AFPS sapeurs-pompiers, dans les premiers temps, n'a pas été forcément très fluide. Pour la simple bonne raison, c'est que vient de le dire Ghislaine, nos sapeurs-pompiers formés au diagnostic d'urgence le sont essentiellement pour notre propre sécurité, c'est-à-dire pour intervenir dans des bâtiments qui ont souffert et évaluer le risque pour nos équipes. Donc, on n'avait pas prévu au départ d'être sur cette mission et c'est pour cela qu'elle a été confiée à la FPS sous l'autorité de la mairie. Et d'ailleurs, vous demandez des éléments de doctrine à ce sujet. Tout à fait. J'ai demandé à la Direction générale de la sécurité civile de faire évoluer la doctrine nationale pour que ça devienne réellement une mission intégrée dans le Code général des collectivités territoriales, en tout cas dans la doctrine d'intervention des équipes de sauvetage déblaiement, pour qu'on puisse être légitime et aussi être protégé. Et si on devait recommencer une telle opération, on ne ferait pas de la même manière. Oui. Je demanderai au préfet de mettre sous l'autorité du commandant des opérations de secours les moyens de la FPS, ce qui permettrait d'être beaucoup plus efficient en termes de coordination des équipes et du travail qui sera réalisé. D'ailleurs, dans les jours suivants, M. Perrotin a été intégré dans la cellule. Donc M. Perrotin, c'était un inspecteur. Pascal Perrotin et non pas Gérard Perrotin, notre président. Qui était un des inspecteurs qui a été détaché pour venir au poste de commandement et faire le lien, parce que effectivement les fichiers étaient difficiles à mettre en commun. Les statistiques qu'on devait rendre étaient difficiles également à établir chaque soir. Donc après, les relations ont été beaucoup plus fluides. Grâce à M. Perrotin. Et aujourd'hui, c'est complètement... Et aujourd'hui, tout ça s'est gommé. Voilà, tout ça s'est gommé. C'est pour ça que je ne retiens pas du tout tout ce qui nous a séparés. Alors, je crois que Mme Odigier, pour la ville du Teil, souhaite réagir. Et merci, vous la représentez aujourd'hui. Une réponse rapide, s'il vous plaît, Madame Odigier. Merci. Oui, c'était juste un petit complément, parce qu'effectivement, nous, de notre vécu, l'intervention d'urgence des pompiers avec la FPF pour les diagnostics d'urgence, ça a été fondamental, parce qu'on ne savait pas s'il allait y avoir une réplique, et du coup, de mettre en sécurité les gens tout de suite, c'était fondamental. Après, derrière, ce qui l'a manqué, c'était une contre-expertise immédiate. Une tierce expertise, Une tierce expertise qui permettait soit de valider le diagnostic d'évacuation, soit au contraire de dire, en fait, dans l'urgence, on vous a évacué, mais vous pouvez tout de suite revenir. Mais on est aussi confronté
à des expertises qui sont compliquées, même de la part d'experts d'assurance. Bien sûr. Et on voit encore aujourd'hui la difficulté qu'ont des experts qui ne font que ça. Donc c'est le Bien métier sûr. d'évaluer si une maison doit être démolie ou peut être réparable. Je rappelle que votre propos est d'autant plus légitime que vous êtes sur la cellule reconstruction. Merci.